Ça y est, on y est. La grande finale que, je crois, tout le continent attendait. Maroc-Sénégal. Ah oui, c'est l'affiche de rêve. C'est ça. Dimanche, 20h, au stade Prince Moulay Abdellah Rabat. On a épluché une pile d'articles, d'analyses de données, de pronostics. Et tout semble pointer vers une confrontation absolument monumentale. Complètement. D'un côté, le pays hôte, une véritable forteresse portée par tout un peuple. Et de l'autre, le champion en titre. Une machine à gagner expérimentée redoutable. C'est exactement la question au cœur de toutes ces analyses qu'on a lues. Est-ce que la ferveur d'un stade et une défense de fer, ça peut suffire face à l'expérience, au sang-froid d'une équipe qui sait ce que c'est de soulever ce trophée? C'est ça, la grande inconnue. Et aujourd'hui, on va tenter de trouver des pistes de réponse en plongeant dans les détails. On va chercher les indices que les sources nous donnent sur le scénario probable de cette finale. Parfaitement. L'objectif, c'est de décortiquer cette opposition de style pour vraiment comprendre où le match va se jouer. On va donc regarder leur parcours, ce que les chiffres nous disent, la bataille tactique qui se prépare et bien sûr, Les individualités. évidemment, les joueurs qui peuvent tout faire basculer. Alors, commençons par le chemin parcouru. Le Maroc, en demi-finale, c'était... Une épreuve de nerfs absolue contre le Nigeria. Ah oui, c'était le résumé parfait de leur tournoi en fait. Un match cadenassé, 0-0, où on a senti une tension palpable à chaque seconde. Ce qui frappe dans les analyses de ce match. Oui, c'est à quel point le Maroc semble à l'aise dans cette situation. Ils ne paniquent jamais. Ils ont une confiance absolue en leur bloc défensif, articulé autour d'un Yassine Bounou qui est juste impérial. Et ça s'est vu au tir au but. Exactement. Cette confiance s'est transformée en victoire. Ils ont gagné à l'usure, mentalement et physiquement. Une qualification qui forge un caractère, c'est certain. De l'autre côté, j'ai trouvé le Sénégal moins flamboyant que d'habitude contre l'Égypte. Ils ont gagné 1-0, c'est propre, mais c'était un peu laborieux, non? C'est une excellente observation. Est-ce que c'est un signe de fatigue ou juste, le pragmatisme d'un champion qui en fait juste assez? Je pense que c'est la deuxième option. Les analystes parlent de réalisme offensif. Le Sénégal n'a pas eu besoin de dominer outrageusement pour l'emporter. Ils ont eu cette capacité à attendre le bon moment, à être patient. Et Sadio Mané a surgi. Voilà. Sadio Mané a fait ce que les grands joueurs font, il a marqué le but qui compte. Ce n'était pas spectaculaire, non, mais c'était d'une efficacité redoutable. Ils n'ont pas gaspillé d'énergie, ils ont montré qu'ils savaient gagner sans forcément bien jouer. Ce qui est souvent la marque Des très grandes équipes, exactement. Ce qui nous dessine déjà un tableau fascinant, la forteresse marocaine face à l'efficacité chirurgicale sénégalaise. Ça nous amène à la question qui brûle toutes les lèvres. Qui est le favori? Parce que quand on regarde les chiffres, il y a de quoi être surprise. Oui, les modèles de données sont assez tranchés. Et c'est là que la discussion commence. Une des simulations les plus respectées donne le Maroc vainqueur avec, attention, 42,8% de chance. D'accord. Contre seulement 18,6% pour le Sénégal. Le reste, c'est la probabilité d'un match nul qui mène à la prolongation. C'est un écart énorme pour une finale. Plus du double. Ça me paraît presque irrespectueux pour le champion en titre. Comment on peut expliquer un tel écart? Je veux dire, on parle du Sénégal quand même. C'est le piège des modèles purement statistiques. Ils sont froids, ils sont cold, voilà. Ils se basent sur 3 facteurs principaux qui avantagent massivement le Maroc. Lesquels? Premièrement, et c'est un facteur énorme, le match se joue à Rabat. L'avantage du terrain est un multiplicateur de performance. Deuxièmement, la solidité défensive. Les stats du Maroc dans ce domaine sont exceptionnels et ça, les modèles adorent. Et le troisième? Yassine Bounou. Sa forme. Il est statistiquement l'un des meilleurs gardiens au monde sur les tirs au but. Ces 3 éléments combinés créent cet écart. Je vois. Mais j'ai aussi vu d'autres projections beaucoup plus nuancées qui se rapprochent presque du 50-50. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut croiser les sources. Une autre projection, qui intègre peut-être mieux la notion d'expérience ou la forme des attaquants, donne un résultat bien plus serré. 52% pour le Maroc, 48% pour le Sénégal. Ah oui, là, on est dans la marge d'erreur. Voilà. On passe d'un favori écrasant à une pièce qui peut tomber du bon ou du mauvais côté. Personnellement, ce deuxième modèle me semble beaucoup plus proche de la réalité d'une finale de CAN. Ça me rassure, parce que le Sénégal a des arguments incroyables à faire valoir. Si on met les chiffres de côté une seconde, quelles sont leurs vraies cartes pour déjouer ces pronostics? Leurs forces sont presque le miroir inversé de celles du Maroc. Les analyses soulignent que leur attaque, dans le jeu, est bien plus variée et percutante. Ils ont de la vitesse, de la percussion, de la créativité, avec des joueurs comme Mané, Ndiaye ou Jackson.
Et ensuite, et ça c'est un facteur que les stats mesurent mal, c'est l'expérience. Cette équipe a déjà été en finale, elle a déjà gagné. Ils connaissent la pression, la gestion des temps forts, des temps faibles, ils ne seront pas impressionnés par le contexte. Et ce qui est intéressant, c'est que cette efficacité offensive dont on parlait face à l'Égypte, c'est précisément l'arme qu'il faut contre une défense très regroupée comme celle du Maroc. C'est tout le paradoxe de ce match. La plupart des modèles prédisent un score très serré, souvent un 1-0 pour le Maroc ou un 1-1. Personne ne s'attend à un festival de buts. Non, clairement pas. Tout le monde s'accorde à dire que ça se jouera sur un détail, une erreur, un coup de pied arrêté, un éclair de génie. Et dans ce genre de scénario, l'expérience sénégalaise pourrait bien valoir plus que l'avantage du terrain marocain. Cette idée d'un match qui se joue sur un fil me fait immédiatement penser à la bataille sur les bancs de touche. La tactique va être absolument cruciale. Ah oui. Concrètement, à quel type de match doit-on s'attendre ? On va assister à un véritable jeu d'échecs. D'un côté, le Maroc va probablement chercher à confisquer le ballon. C'est leur style. Une possession patiente, parfois lente, pour étirer le bloc adverse et trouver une faille. Ils sont très méthodiques. Et ils comptent beaucoup sur les coups de pied arrêtés, j'ai l'impression. Énormément. C'est une de leurs armes principales. Donc le Maroc va avoir le ballon, mais n'est-ce pas exactement ce que le Sénégal attend ? Et c'est là que ça devient fascinant. C'est le piège potentiel pour le Maroc. Chaque passe latérale, chaque phase de construction un peu lente, c'est une invitation pour le Sénégal à déclencher son pressing et à lancer ses flèches en contre-attaque. Donc le plan de jeu du Maroc peut se retourner contre lui. C'est ça. Le plan de jeu principal du Maroc, la possession, c'est aussi ce qui pourrait causer sa perte. Ils n'ont pas le droit à l'erreur technique comme milieu de terrain, parce qu'une perte de balle face à des joueurs aussi rapides que Mané ou Ndiaye, ça se paie cash. C'est un jeu à très haut risque en fait. Très haut risque. Le Maroc doit être parfait dans son propre style de jeu. Le Sénégal, lui, va se positionner en prédateur, à l'affût de la moindre erreur. On peut s'attendre à un bloc sénégalais compact, très discipliné. D'accord. Leur objectif sera de fermer Vinim de passe dans l'axe et de forcer le Maroc à jouer sur les côtés. Et dès la récupération, ce sera projection immédiate vers l'avant. La clé du match, au-delà des individualités, elle est là, dans la gestion de ces moments de transition. Et pour exécuter ces plans, il faut des joueurs exceptionnels. Quand on regarde les analyses, certains noms reviennent sans cesse. Côté marocain, on parle évidemment de la colonne vertébrale. Oui, 3 joueurs qui incarnent la force du Maroc. D'abord, Yacine Bounou. On en a parlé, mais il faut insister sur son aura. Il a cette capacité à faire douter les tireurs avant même qu'ils ne frappent. C'est une arme psychologique massive. C'est vrai. Ensuite, il y a Achraf Hakimi, le capitaine. Son volume de jeu sur le côté droit est juste phénoménal. Et enfin, Brahim Diaz, c'est le meilleur buteur du tournoi, le finisseur. Il n'a pas besoin de beaucoup d'occasions pour être décisif. C'est du très très lourd. Mais en face, le Sénégal n'est pas en reste. On parle de Brahim Diaz, mais qui, côté sénégalais, sera chargé de le museler, surtout avec une absence de taille en défense ? Ah, là on touche au point noir. Le grain de sable qui pourrait enrayer la machine sénégalaise. L'absence de Kalidou Koulibaly, suspendu pour cette finale, c'est un coup terrible. C'est immense. On ne parle pas juste d'un défenseur, on parle du capitaine, du leader, du roc sur lequel toute la défense s'appuie. Son absence est un problème tactique, mais c'est aussi un immense vide psychologique. Ça change complètement la donne, en fait. Qui va prendre le relais ? C'est la grande question. Mais au-delà de la défense, le Sénégal a des armes pour répondre. Évidemment, Sadio Mané. C'est l'antithèse du jeu structuré. C'est le joueur capable d'être discret pendant 80 minutes et sur un seul ballon de gagner le match. À côté de lui, la puissance de Nicolas Jackson est un poison pour n'importe quelle défense. Et il ne faut surtout pas oublier le rôle d'Iliman Ndiaye, ce meneur de jeu imprévisible qui est souvent le détonateur. On a donc des duels de classe mondiale à tous les étages. Mais revenons sur ces facteurs externes. On a parlé de l'absence de Koulibaly. L'autre, c'est le public de Rabat. On le cite comme un avantage pour le Maroc, mais est-ce si simple ? Jouer une finale de CAN à la maison, c'est une chance ou bien un poids ? C'est la question à 1 million. C'est un facteur psychologique à double tranchant. D'un côté, 60 000 supporters qui vous poussent, ça peut vous donner des ailes. Ça vous fait courir plus vite, sauter plus haut. C'est le fameux 12e homme. Bien sûr. Mais de l'autre, il y a le poids de l'histoire, l'attente de tout un pays. Cette pression peut aussi être paralysante. Chaque passe ratée, chaque occasion manquée peut être accompagnée d'un murmure d'angoisse qui descend des tribunes. Et ça peut crisper les joueurs, les faire déjouer complètement ? Absolument. La gestion de cet environnement sera aussi importante que la tactique. Est-ce que les joueurs marocains vont surfer sur cette vague ou est-ce qu'ils vont se noyer sous la pression ? C'est une des plus grandes inconnues. Et le Sénégal de son côté ?
Le Sénégal, lui, arrive sans cette pression-là. Ils sont à l'extérieur, ils sont outsiders sur le papier, ils peuvent, en théorie, jouer plus libérés. C'est une dynamique fascinante. Alors, si on fait le bilan avant le coup d'envoi, on a le Maroc, favori des chiffres, avec sa défense de fer, son gardien en état de grâce, l'avantage du terrain, mais avec une pression monumentale. C'est ça. Et un plan de jeu qui peut se retourner contre eux. Et en face, le Sénégal. L'outsider, le champion en titre, affaibli par l'absence de son capitaine, mais armé d'une expérience immense et d'une attaque capable de punir la moindre erreur, Toutes les données nous disent que le match sera serré. qu'il se jouera sur un rien, et des impondérables comme la suspension de Koulibaly ou la gestion de la pression par le Maroc pourraient finalement être les détails qui font toute la différence. On a donc un scénario où tout est en place pour un drame sportif incroyable. Exactement. Et tout ce qu'on vient de dire, toutes nos analyses sur la tactique, les données, la psychologie, ça m'amène à une dernière pensée, une question qu'on peut laisser flotter. Je vous écoute. On a tout décortiqué, on a analysé les systèmes, les forces en présence. Mais dans une finale, un match unique où la tension est à son paroxysme, à quel point le talent individuel pur d'un joueur comme Sadio Mané ou Brahim Diaz peut-il faire voler en éclats toutes ses prédictions ? Jusqu'où un geste de génie, une inspiration soudaine, peut-il défier la logique et réécrire à lui seul un scénario que l'on pensait connaître ?